je vais, pour commencer, vous rappeler les questions qui vous ont attiré ici. Alors, remède miracle pour maigrir, guérir le cancer, prendre la masse musculaire sans effort, se protéger des rayons UV ou des ondes électromagnétiques, le web nous inonde d'informations douteuses. On voit y proliférer les climato-sceptiques, les créationnistes, le paranormal, les défenseurs comme les pourfendeurs des OGM, sans parler des conspirationnistes et autres Illuminati. Alors, comment, dans tout ça, distinguer les intérêts commerciaux des recherches rigoureuses? Comment vérifier la crédibilité des sources? Comment exercer de métier honnête le métier de journaliste scientifique? Comment éviter de publier n'importe quoi sur son fil d'actualité des réseaux sociaux? Peut-on distinguer si facilement le dogmatisme de la rigueur objective? Est-ce qu'il y a des moyens éprouvés de combattre l'antiscience? Et enfin, quel est le rôle de la communauté scientifique dans le combat contre ce qui n'est pas scientifique, mais qui prétend l'être? Si j'avais été invité à débattre avec un défenseur du paranormal, j'en sortirais probablement perdant. Pourquoi? Parce que pour les défenseurs du paranormal, les affirmations priment sur les démonstrations, alors que nous, pauvres chercheurs, on doit démontrer ce que nous avançons et non pas se contenter d'affirmer. Les défenseurs du paranormal ne se gênent également pas pour signaler que chacun a droit à son opinion et que toutes les opinions se valent. Faux. Les gens ont bien sûr le droit d'exprimer leurs opinions, mais il est faux de prétendre que toutes les opinions se valent. La question est plutôt, qui doit-on écouter? C'était un des premiers moyens utilisés par les défenseurs du paranormal pour convaincre le peuple. Alors, autre argument utilisé par les pseudo-scientifiques ou les défenseur du paranormal. La science n'explique pas tout, clament les défenseurs des pseudo-sciences. Bien sûr, comme la science n'explique pas tout, disent-ils, et donc elle ne nous procure qu'une connaissance partielle de la réalité. Et cet accès partiel à la connaissance, avancent les tenants des pseudosciences, peut être non seulement complété par les approches paranormales, mais donnerait accès à une connaissance d'un autre ordre. Et la phrase qu'on entend quelquefois, « Ne sentez-vous pas qu'il y a quelque chose qui vous dépasse? » Personnellement, j'en ai rien à fiche, mais bon. Hein, L'utilisation d'un langage hermétique et des jeux de langage. À cet égard, la psychanalyse, qui, entre parenthèses, est une pseudoscience, est passée maître dans l'art de manipuler les mots. Hein? Écrire, par exemple, l'autre avec un grand A. C'est censé signifier quelque chose de particulier qui, évidemment, sont les seuls à connaître. J'aimerais ici vous citer un extrait de Lacan, Jacques Lacan, qui est un célèbre psychanalyste qui prétendait être le seul d'ailleurs à pouvoir comprendre Freud. Écoutez jusqu'au bout et défense de rire. Hein? Après avoir longuement discouru sur le rôle psychanalytique des nombres imaginaires, Lacan conclut, ouvrez les guillemets. C'est ainsi que l'organe érectile vient à symboliser la place de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu'image, mais en tant que partie manquante à l'image désirée. C'est pourquoi il est égal à la racine carrée moins 1 de la signification plus haute produite de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction de manque de signifiant, ouvrir la parenthèse, moins 1, fermer la parenthèse, fin de la citation. Bon. Ça se passe de commentaires. J'aimerais donner un autre exemple ici qui est un peu plus grave avec l'école. Tous les enseignants rencontrent des élèves qui ont des difficultés de lecture. Alors voici ce que la célèbre Françoise Dolto dit à ce propos. Avec une imperturbable assurance, elle affirme que le mot « livre », L-I, trait d'union V-R, évoque chez l'enfant le lit conjugal des parents. Et au moment où l'enfant est en train d'élaborer son interdit de l'inceste, le verbe du lit, que leurs parents être le mot lire, rend le mot lire banni, d'où leur difficulté de lecture.
Madame Dolto, pouvez-vous faire le même jeu de mots en chinois, en russe, en anglais et en allemand? Non, alors taisez-vous. Détournement du vocabulaire scientifique. Un des procédés les plus utilisés par les défenseurs du paranormal pour assurer leur crédibilité est d'utiliser un vocabulaire emprunté à la science en truffant leur discours de mots scientifiques tout en occultant le fait qu'ils passent outre la démarche scientifique. Autrement dit, ils utilisent les mêmes mots que les scientifiques, mais parlent un autre langage. Et à cet égard, la physique quantique a droit à tous les égards. Hein. On utilise la physique quantique pour tout, hein, entre autres en homéopathie. C'est la physique quantique qui expliquerait pourquoi l'homéopathie marche. L'utilisation des théories mathématiques et physiques sont très, très fortes chez les pseudo-scientifiques. Un autre élément, l'évitement du processus d'évaluation par les pairs. On sait qu'en science, on publie, on soumet nos textes dans les revues, on se les fait refuser souvent. Les textes ne passent jamais du premier coup. Donc, c'est un filtre très important pour savoir si on raconte n'importe quoi ou pas. En refusant de suivre les règles du jeu de la science, les pseudo-scientifiques non seulement ratent-ils une occasion d'être renseignés sur la valeur de leurs travaux, mais s'excluent eux-mêmes du processus de la science. Donc, quand vous avez quelque chose, un ouvrage ou un texte qui est publié, qu'il n'y a pas au moins dans une revue scientifique, au moins un article sur le sujet, s'il vous plaît, restez calme, hein, puis non, ce n'est pas sérieux. Bon. Ce qui m'amène à l'autre procédé suivant, c'est accent mis sur la confirmation plutôt que sur la réfutation. Les pseudo-scientifiques cherchent constamment des exemples qui confirment leur théorie. En science, qu'est-ce qu'on fait? On est masochiste. On fait tout pour démolir nos théories. Et si elles résistent, c'est qu'elles sont temporairement non fausses, la science étant biodégradable, la science humaine en tout cas. Les sciences dures, ça c'est autre chose. Alors, je viens de vous définir le critère de réfutabilité de Popper. Hein? Alors, c'est un critère très dur, hein, mais on doit tout faire. Et personnellement, quand quelqu'un me démontre que je me trompe, je fais une fête. Pourquoi je fais une fête? Parce que je m'approche de la vérité. Si on me démontre que je me trompe, bon, et on l'accepte. En politique, les gens qui se trompent démissionnent. Nous, c'est le contraire, on est content. Hein? Un autre procédé. Les contradictions ne changent rien à la croyance. Et là, je vais faire appel ici aux sceptiques du Québec, où un jour, on a fait faire une numérologue est venue nous voir pour relever le défi sceptique. Le défi sceptique, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui prétend qu'il a des pouvoirs paranormaux. On s'entend sur une expérience. Si elle bat le hasard, si elle gagne, on lui donne 10 000 $. Et elle doit refaire l'expérience. Et pourquoi pas le million tout de suite? Parce qu'en science, un fait n'existe pas s'il n'a pas été reproduit. Bon, j'exagère, mais à peine. Hein? Donc, la reproduction des faits est extrêmement importante. Alors, donc, cette personne vient, on lui donne 12 petits cartons, 12 dates de naissance, 12 autres petits cartons, 12 fratries, un frère, une sœur, 0 frère, 4 sœurs, etc. Et si elle bat le hasard, 7 sur 12, 10 000. Alors, combien en a-t-elle eu? 1 sur 12. Et 1 sur 12, qu'est-ce que c'est? C'est le score probable de n'importe quelle personne prise dans la salle ici. Donc, elle n'a aucun pouvoir. On est gentil avec elle, elle n'est pas prétentieuse, elle est sympathique. Et puis, en plus, elle est toute gentille. Bon, bref. Et on lui demande, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et sa réponse est extraordinaire. Sa réponse, c'est une meilleure numérologue que moi aurait mieux fait. Et ma question à moi, c'est combien de fois doit-on répéter cette expérience pour que les gens cessent de croire à ces balivernes? La réponse est à l'infini. Les tenants du paranormal font appel à la vertu du doute, puisqu'en science, on doute. Et donc, ils combattent la science par la science en insistant sur ces inévitables incertitudes. Et là, avec ce doute-là, ils ont une subtilité ensuite, que là, et je m'adresse aux journalistes scientifiques pour pas qu'elles tombent dans le panneau, c'est la doctrine de l'équité. En politique, on donne la parole égale aux deux parties. Mais en science, il n'y a pas deux affaires. C'est-à-dire, s'il y a de la science, puis il y a de la pseudo-science. Le plus bel exemple, là, ici, c'est le suivant. Astrologie, astronomie. Ce n'est pas les deux côtés de la même médaille. C'est deux médailles différentes. L'une, c'est de la science, l'autre, c'est des pseudosciences. Le seul point commun entre les deux, c'est les 5 premières lettres astro,
qui, au demeurant, est une marque de yogourt. Ben alors, puisque j'ai fini, je vais arrêter. J'en aurai d'autres, mais hein? Voilà. Je vais d'abord prendre juste quelques instants pour vous présenter les éditions Protégez-vous. Ça va vous aider à comprendre un peu dans quel quotidien je travaille. C'est complètement indépendant. On est séparé du gouvernement depuis plus de 15 ans maintenant. On n'accepte aucune publicité. On est vraiment financé là, seulement par nos revenus d'abonnement. Donc, moi, je travaille avec l'équipe des tests. On est 5 personnes qui ont en général une formation soit en ingénierie, soit en sciences. On fait des tests vraiment de toutes sortes de trucs, là, des électroménagers, de la techno, des appareils photo, téléviseurs. On fait aussi des enquêtes, par exemple, sur les soins de la vue. Mon travail, c'est vraiment d'écrire les protocoles de tests, de trouver les laboratoires avec lesquels travailler, de superviser les tests, analyser les résultats et choisir en général des produits qui vont être recommandés. Et puis, l'exemple que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est celui des ondes électromagnétiques radiofréquences. C'est un test qu'on a fait en 2012. Et puis, dans la controverse qui a entouré l'installation des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Donc, on est allé dans des maisons, dans des lieux publics. On a testé des appareils qui produisent des ondes électromagnétiques, donc micro-ondes, téléphones sans fil, moniteurs pour bébés. On a aussi acheté des produits qui sont vendus en se disant qui permettent une protection contre les ondes radiofréquences. Donc, on avait toutes sortes de trucs, un sac de couchage, de la peinture, une puce à mettre sur un téléphone cellulaire, un collier. Et vous voyez qu'on est un OSBL, on a peu de budget pour engager des mannequins. C'est aussi nous qui faisons parfois les photos. On est arrivé avec 4 constats qui étaient peu inquiétants. Donc, nos mesures étaient toutes très en dessous des normes canadiennes. Les ondes provenaient majoritairement de choses qui n'étaient pas dans la maison, c'est-à-dire des signaux télévision, radio et d'antennes cellulaires autour de la maison. À l'intérieur des maisons, c'était vraiment les fours micro-ondes qui étaient les appareils qui émettaient le plus d'ondes. Et puis, quand on comparait les normes canadiennes avec celles des autres pays, c'était assez similaire. Par contre, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que ce que les gens veulent savoir, c'est vraiment est-ce que les ondes radiofréquences présentent un danger, un risque pour la santé? Et c'est là que ça devient plus difficile. Pour faire ce dossier-là, j'ai travaillé avec une journaliste qui est très compétente, qui avait beaucoup d'expérience. Et même à ça, on a eu beaucoup de frictions, de discussions à savoir comment ne pas présenter d'un côté ceux qui disent que les ondes sont dangereuses, l'autre côté, présenter l'autre côté de la médaille, en fait, puis laisser les gens se faire une opinion parce que c'est pas ça la réalité. Donc, c'était vraiment le défi de ce test-là. À l'aide de cette expérience-là, j'ai formulé quelques, peut-être, pistes de réflexion sur comment combattre l'antiscience. Renforcer les liens entre la communauté scientifique. C'était un cas patent où c'était très, très facile de contacter les gens qui sont inquiets de la présence des ondes radiofréquences. Mais d'un autre côté, c'était impossible d'avoir accès à des gens de Santé Canada qui auraient pu venir défendre les normes canadiennes en disant, voilà, souvent même les scientifiques dans les universités étaient mal à l'aise, ne voulaient pas commenter les travaux de leurs pairs. C'est pas le cas dans tous les dossiers, mais dans ce cas-là, c'était particulièrement un problème. Bon, ensuite, faire preuve de compassion. En fait, je reste convaincue que la plupart des gens qui m'ont écrit en me disant « je suis électrosensible », la plupart des gens ont une réelle souffrance. Je pense que c'est important de garder ça en tête quand on répond à ces gens-là. Nous, on s'est entendu que ce qu'on leur disait, c'était la première chose, c'est si vous me dites que vous avez des étourdissements, des maux de tête persistants, bien, consultez votre médecin. Il peut y avoir beaucoup d'autres explications que votre compteur intelligent pour des symptômes comme ça. Apprivoiser le jargon scientifique, super important. En science, c'est très difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Donc, quand un scientifique va venir dire « c'est probablement pas dangereux », c'est fort. On le voit ici dans le classement du Centre international de recherche sur le cancer. Il y a un seul produit qui est classé comme probablement pas cancérogène pour l'homme. Donc, c'est très fort, il faut garder ça en tête. Il ne faut pas penser que c'est le probablement qu'on utilise là, dans la vie de tous les jours. Ensuite,
Ensuite, le risque absolu versus le risque relatif. On voit souvent des titres de journaux, par exemple, c'était à propos des charcuteries, donc augmente de 18 le risque de cancer colorectal. C'est pas faux, mais sauf que quand on parle d'augmentation du risque, on oublie de dire que finalement le risque passe de 0,72 à 0,85 Donc, ça donne une fausse idée. Je pense que c'est souvent interprété comme 18 de risque. Et là, j'aimais beaucoup l'illustration. Je l'ai pris sur le blog du docteur Alain Vadeboncoeur sur le site web de l'Actualité, où il montrait, bon, voici sur un ensemble de 1000 personnes, en jaune, on voit les gens qui, de toute façon, auraient eu un cancer colorectal, qui prennent ou pas les charcuteries. Et en rouge, ça, c'est l'augmentation de risque. Donc, voici, c'est ça la différence. Je trouvais que c'était très visuel. Si je faisais un article sur les changements climatiques et je donnais autant d'espace aux gens aux climato-sceptiques, aux gens qui croient au changement climatique, tout le monde se rendrait compte rapidement que ça n'a pas de sens. Malheureusement, des fois, on ne le sait pas qu'est-ce que le consensus scientifique? Quelles sont les opinions marginales? D'où l'importance d'avoir accès à des scientifiques qui œuvrent dans le domaine puis qui peuvent aiguiller en disant voici qu'est-ce que le consensus scientifique présentement. Je pense qu'on a tous une espèce de parti pris pour les petits organismes, les OSBL, les organismes de citoyens, ce qui est correct. Par contre, c'est pas parce que quelqu'un est bien intentionné que c'est tout le temps la personne qui a l'opinion la plus éclairée sur un sujet. Et des fois, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont très, très critiques des conflits d'intérêts de Santé Canada ou d'Hydro-Québec, mais qui vont avoir comme principal intervenant dans leur article quelqu'un qui gagne sa vie en se promenant dans les maisons puis en identifiant les sources d'ondes radiofréquences et puis en vendant des solutions pour se protéger là, de ces ondes-là. Donc, c'est important de rester toujours critique. Et je veux pas dire le contraire non plus. Il faut, quand Santé Canada ne fait pas son travail, il faut être capable de le dire aussi. Mais il faut garder le même esprit critique avec tous nos intervenants. Attention à ne pas mélanger les débats, c'est quelque chose que je vois souvent aussi. Dans un même paragraphe, on va parler des ondes radiofréquences, des ondes basse fréquence et des rayons X en faisant comme si c'était un petit peu toute la même chose. Donc, chacun des débats mérite d'être séparé, mérite d'être traité séparément. Attention à la dictature du clic, bien, je pense que tous les médias veulent que leurs produits, leurs articles, leurs reportages soient vus, soient lus, c'est normal. Il faut faire attention, parfois il n'y a pas de scandale. Je regarde un de mes collègues qui a fait tester une centaine de suppléments d'oméga 3 pour finalement conclure qu'il y a toujours la quantité indiquée d'oméga 3. Donc, il ne faut pas avoir peur, ça arrive, c'est plate, on a dépensé beaucoup d'argent pour faire des tests, mais si c'est ça les résultats, s'il n'y en a pas de scandale, il n'y en a pas de scandale. Pensez aux conséquences d'un article. Je vais vous présenter un exemple que j'ai vu le 14 décembre sur le site de la presse. Les antidépresseurs pendant la grossesse augmentent de 87 le risque d'autisme. Le 18 décembre, Autisme, des experts nuancent une étude récente dans laquelle on apprenait finalement que des femmes enceintes et dépressives avaient cessé leur médication ou voulaient cesser leur médication suite à la publication du premier article. Et ensuite, le 6 janvier, aucun lien entre antidépresseurs et autisme selon une étude américaine. J'ai aucune idée du lien entre les antidépresseurs et l'autisme. La première chose, par contre, que je me dis, si je me mets dans la peau d'une femme dépressive et une future maman, et je me demande qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait, je pense dans le premier article qu'il aurait fallu, dès le départ, traiter de cette question-là et puis probablement encourager ces femmes-là à consulter leur médecin. Et finalement, le fait de publier des études en série comme ça crée une perte de confiance chez le public. Donc, les gens se disent « Ah, on sait bien, la semaine prochaine, ça va être le contraire. » Donc, ça discrédite un peu le propos de la science. On m'avait demandé de parler un peu de comment juger la crédibilité d'une étude scientifique, un peu en vrac encore une fois. Dans un premier temps, la source, est-ce que c'est une revue sérieuse, est-ce que ça a été révisé par les pairs, je pense que c'est vraiment un point de départ. Quand l'article a-t-il été écrit et ses résultats ont-ils été confirmés ou infirmés depuis, si les gens faisaient ça, ça nous éviterait de voir des études sur le lien entre les vaccins et l'autisme qui ressortent périodiquement, même si ça a été infirmé depuis.
Dans le cas d'études sur la santé, est-ce qu'on c'est des études sur les cellules, sur des animaux, sur les êtres humains? Combien d'humains ont participé? Qui sont-ils? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Une étude qui a été faite seulement sur des étudiants d'université ou seulement sur des personnes âgées, ça peut créer un biais, donc c'est important de le savoir. Est-ce que l'étude était randomisée, en double aveugle, rétrospective ou prospective? En fait, est-ce qu'on avait un groupe témoin? Est-ce que ce groupe témoin-là a été choisi au hasard? Est-ce qu'il recevait un placebo? Et est-ce que les expérimentateurs savaient qu'ils recevaient un placebo ou qu'ils n'en recevaient pas? Pour aller un peu plus loin aussi, les auteurs de l'étude, leur possible conflit d'intérêts, on n'a pas toujours le temps de le faire, mais c'est important aussi. Est-ce que les résultats présentent une importante rupture avec le consensus scientifique actuel? Et encore là, souvent, ça nous prend des gens dans le domaine pour venir nous aiguiller sur cette question-là. Est-ce que le protocole est décrit de façon adéquate? Ça aussi, je pense que les études douteuses, souvent, vont passer rapidement sur la méthodologie qu'ils ont utilisée. Est-ce que les auteurs présentent des résultats qui sont moins concluants? Si tout est toujours beau, si la courbe est toujours parfaite, des fois, ça peut aussi nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a peut-être quelque chose de douteux. La science a ça de beau que si un individu A pense qu'un individu B se trompe, libre à lui d'imaginer une expérience, de la réaliser, de publier ses résultats. Et si ses compères sont convaincus par son expérience, mais c'est ça qui va devenir la science. Donc, je pense que c'est vraiment dans ce processus-là qu'on fait la différence entre qu'est-ce que de la science et qu'est-ce que de l'anti-science. Merci beaucoup. J'aurais plein de sujets, mais je suis tanné de parler des cures détox puis de l'homéopathie, fait que j'ai décidé d'aller dans quelque chose de plus vaste, puis j'ai décidé de parler du web douteux. Fait que là, je pense qu'on sait tous de quoi on parle ici. J'ai pas besoin de vous faire la démonstration que le web est assez douteux en matière de science et de santé. Le web, maintenant, c'est les nouvelles. Les réseaux sociaux puis les nouvelles d'actualité, il n'y a plus aucune différence entre les deux, en fait. OK? Donc, les gens, quand ils veulent voir les nouvelles, ils vont souvent sur Facebook, ils vont souvent sur Twitter. Fait que qu'est-ce qui circule de ce temps-ci en termes de santé sur les réseaux sociaux? Ça a beaucoup circulé depuis le début de l'année, en fait. Apparemment que les femmes qui se mettent un tampon hygiénique, là, bien ça, c'est hautement toxique parce que, en fait, les tampons sont faits en coton, puis le coton, bien, ça pousse dans le sol. Puis il faut qu'on utilise des pesticides par-dessus ça pour pas qu'il y ait des bébites. Puis ensuite, bien, les pesticides, ils restent dans le coton. Fait que quand vous utilisez le tampon, bien, vous vous empoisonnez de l'intérieur avec les pesticides. Et ça vient d'une étude qui a été faite, je pense, en Argentine. Et mystérieusement, l'étude est tout à fait introuvable. Et le fameux chercheur, il y avait des vidéos sur Internet. Toutes les vidéos sont disparues. Mais bref, ça, c'est bien populaire depuis le début de l'année. Donc, c'est ça, les nouvelles. Évidemment, il y a toujours une solution. Comme eux, ils nous disent, bien, utilisez la coupe menstruelle en silicone, parce que là, il n'y a pas de risque de contaminant. Mais il y a d'autres personnes, évidemment, qui trouvent leur propre solution, entre autres des espèces de boules d'herbe. C'est des espèces de boules, des boules d'herbe pour détoxifier votre environnement intravaginal. Alors, il y a tout le temps quelqu'un pour nous trouver une solution. Et comme encore une fois, c'est ça les nouvelles. C'est ça que les gens lisent pour ouvrir leurs horizons face à la science et à la santé. Fait qu'on s'attend à ce que peut-être les médias de masse, les gros sites de nouvelles, viennent contrebalancer tout ça puis essaient d'utiliser leur rigueur journalistique, mais c'est pas ça qui se produit, c'est plutôt l'inverse. Tous les gros sites de nouvelles et tout ça prennent au contraire font un pas en arrière. Par exemple, ils admettent, maintenant, il y a des sites qui admettent, regarde, c'est impossible de venir arrêter un mouvement viral sur Internet, une nouvelle, une thérapie de conspiration ou une nouvelle qui n'a pas d'allure, parce que sur Internet, ça circule tellement vite, ça fait comme boum, puis après, c'est fini, puis il est trop tard. Tu peux pas contrôler l'information. Tout est instantané. Puis une fois que c'est passé, une fois que le mal est fait, c'est bien rare que tu es capable de venir rajouter des arguments puis d'essayer de changer l'idée du monde. Popular Science, qui est un magazine super important aux États-Unis, a fermé sa section commentaires sur son site web, ce qui a l'air d'être complètement à l'inverse de la logique, parce qu'on se dit, il me semble qu'une bonne discussion, c'est important en science, dans un discours scientifique,
Mais eux, ils se sont rendus compte du contraire. Ils se sont rendus compte que la discussion, souvent, ça nuisait à la qualité des articles parce que leurs articles devenaient comme un babillard de pseudo-sciences. Tout le monde y allait de ses propres théories, puis quelqu'un qui lit ça, c'est plus, coudonc, c'est-tu l'article qui dit la vérité ou c'est toutes les espèces de trolls ensuite qui disent toutes sortes de théories bizarres. Fait que c'est un peu triste de voir ça. Et puis, le Washington Post avait une avait une sorte d'article récurrent là, à chaque mois ou à chaque semaine, en fait, où il venait de débusquer certains phénomènes virals. C'était super intéressant. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter de faire ça. Pourquoi? Pas parce qu'il y en a moins ou pas parce que c'est moins important, mais parce que les nouvelles virales en matière de science, en matière de santé, maintenant, c'est même plus des gens qui se forcent pour essayer de trouver. C'est plus des espèces de monsieur, madame holistique là, qui est chez eux puis qui cherchent là, hey, cette semaine, je vais-tu parler du kale ou je vais-tu parler de la cannelle ou du gingembre. C'est même plus ça. C'est rendu un phénomène qui est purement marketing. C'est uniquement une question de quel article qui va faire cliquer du monde le plus possible pour faire de l'argent. Fait qu'il n'y a même plus d'efforts en arrière de ça. Fait qu'est-ce que ça vaut vraiment la peine que nous, on investisse des efforts quand il n'y en a même pas dans ces articles-là, puis qui se multiplient par centaines? Puis, par exemple, moi, un de mes sites web préférés de tous les temps, une de mes références ultimes en matière de médecine, de santé, c'est un site qui s'appelle Science Based Medicine. Je vous invite fortement à aller le visiter. Puis même quand je lis des articles sur ce site-là, à la fin de chaque article, je suis obligé de me taper ces espèces de cochonneries-là, de publicités là, qui nous disent mangez cet aliment et vous n'aurez plus jamais besoin de faire de régime et mangez 3 concombres parce que c'est hydratant, puis des choses comme ça. Fait que c'est pas mal décourageant finalement, puis je vous cacherai pas qu'en tant que personne qui œuvre dans la vulgarisation, tu sais, présentement, là, c'est facile de s'apitoyer sur notre sort et puis de se sentir vraiment impuissant dans la situation. Est-ce que le web, tu sais, le web douteux, c'est-tu une menace ou c'est une opportunité? Tu sais, je sais pas s'il y a des fans de Game of Thrones ici dans la salle, le trône de fer en français. Moi, je suis un méga fan de ça. Puis, tu sais, dans les premières saisons de Game of Thrones, t'avais plein de gens qui se battent, puis tout ça, puis tu sais, qui essaient de se voler le trône, puis etc. Mais la vraie bataille, c'est pas là qu'elle se passe. La vraie bataille, c'est les espèces de zombies morts-vivants qui arrivent du Nord, puis qui vont envahir le royaume. Puis là, maintenant, ils sont en train de se rendre compte, coudonc, il faut qu'on arrête de se battre entre nous, puis qu'on concentre nos efforts là où c'est important, là où il y a les zombies morts-vivants qui arrivent sur le mur de glace, etc. Je suis bien passionné de Game of Thrones. Puis là où je veux en venir avec cette analogie-là, c'est que je pense que le web, présentement, c'est facile de dire, en fait, hey, le web, c'est une menace, les réseaux sociaux, c'est une menace parce qu'il y a tellement de mauvaises informations qui circulent. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que le web, c'est une super belle opportunité si on s'y investit davantage. Puis je vous donne un exemple. Ce matin, à une grosse émission de télé, je ne la nommerai pas, je ne dirai pas non plus le canal, mais il y avait une dame qui parlait qu'on pouvait guérir l'autisme en 3 jours si on arrêtait de consommer du lait et du gluten. Et le résultat que ça a donné, c'est que sur leurs réseaux sociaux, sur leur page Facebook, ils se sont fait complètement démolir, en fait, par les gens. Les gens ont utilisé les réseaux sociaux pour manifester leur désaccord, pour venir amener des arguments contraires, puis je me disais, mon Dieu, mais je viens de retrouver foi en l'humanité. C'est vraiment ça que j'ai vu, puis je me suis dit, wow, les réseaux sociaux, c'est fantastique, parce qu'avant, tu écoutais la TV, puis tu ne pouvais pas contredire la personne qui te parlait chez vous, tu sais, mais maintenant, on peut le faire. Fait que je trouve que c'est assez extraordinaire, mais encore là, il faut qu'on arrête de s'égarer, puis qu'on se dirige vers le mur de glace avec les zombies puis les morts-vivants. OK. Quelques suggestions. Puis mes suggestions, c'est pas juste pour les gens qui font de la vulgarisation scientifique. On est tout le temps pris dans la vie de tous les jours avec des débats un peu bizarres sur la science. Fait que quelques suggestions pour vous aider à travers tout ça. Premièrement, il faut savoir choisir ses combats. Puis je vous donne un exemple. Il y a plein de monde, moi, qui m'écrit sur le site du pharmacien en me disant « Hey, il y a une nouvelle qui circule, là, comme quoi que le bicarbonate de soude, là, apparemment, là, c'est tellement puissant que si ça se savait à quel point est-ce que c'est hot, le bicarbonate de soude, bien, l'industrie pharmaceutique ferait faillite parce que c'est meilleur que n'importe quel médicament. Ça guérit le cancer, le lupus, le pied d'athlète, etc. » Puis moi, c'est sûr que je me dis, attends un peu, là. J'ai 1 million de différents combats que je pourrais avoir. Est-ce que je vais vraiment perdre mon temps sur cette chose-là alors que c'est complètement inoffensif? Puis si les gens veulent utiliser du bicarbonate de soude là, pour 1 million de choses, ça ne me dérange pas sérieusement. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de concentrer nos énergies aux bons endroits, choisir les débats qui en valent vraiment la peine parce que c'est très demandant en termes d'énergie puis en termes de temps aussi. Moi, si je m'obstine avec tout le monde sur Facebook qui a une théorie bizarre, là, je vais faire ça à temps plein. En fait, c'est déjà ça que je fais, à vrai dire.
Mais là, il va falloir que je me clone. Fait que ça, c'est pas encore possible. Fait que choisir ses combats, investir son énergie et son temps au bon endroit. 2, accepter que certaines personnes ne sont pas ouvertes à la discussion. Je pense qu'on passe beaucoup trop de temps sur les gens qui ont une opinion complètement inverse à la nôtre. Okay? Donc, on entend des gens qui disent, par exemple, les détecteurs intelligents d'Hydro-Québec, ça perturbe le système neural et tout ça. Puis là, on va passer bien du temps sur eux pour essayer de les convaincre du contraire. Mais ces gens-là ne veulent pas être convaincus, c'est ça l'affaire. Fait que je pense qu'il faut encore là, c'est une question de focus. Moi, à un moment donné, j'ai pris la décision consciente de me dire, qu'est-ce que je veux faire exactement? Est-ce que je veux m'obstiner avec du monde avec qui j'aurai jamais raison, peu importe les arguments que je vais leur sortir, ou est-ce que j'ai envie, au contraire, de m'adresser à des gens où il y a une certaine ouverture, puis peut-être des gens qui hésitent. Moi, j'adore les gens qui hésitent. Quand j'ai des gens qui me disent, écoute, je ne sais pas trop quoi penser sur tel sujet, ça, c'est du bonbon. Fait que ça, ces gens-là, on doit passer du temps sur eux. Puis les gens qui ont déjà formé, qui ont déjà forgé une partie de leur identité à travers toutes sortes de théories bizarres, bien, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de s'y investir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la plupart des débats scientifiques, on aime imaginer qu'ils sont rationnels, mais malheureusement, ils ne sont pas du tout rationnels. Si j'ai une bonne argumentation qui est logique, qui se suit, que j'ai mes preuves, que j'ai tout ça, puis que j'essaie d'arranger ça dans un format qui est digestible, c'est clair que je vais gagner le débat. C'est pas de même, ça marche. Les débats scientifiques, en général, sont beaucoup plus émotionnels. Puis je vous donne un exemple qui est tout à fait classique, c'est les vaccins puis l'autisme. Les vaccins puis l'autisme, là, si on pensait en termes tout à fait rationnels, je veux dire, il n'y a absolument rien à discuter en ce moment. Il y a eu comme une étude qui a suggéré ça. L'étude, c'était une fraude. Bon, on met ça de côté. Puis après ça, il y a un paquet d'études qui ont démontré qu'il n'y en avait pas de lien. Fait que le débat là, qui continue à se produire, il n'est pas rationnel. Fait qu'on a beau d'essayer de pitcher des données sur ces gens-là, on ne réussira pas à les convaincre. Pourquoi? Parce que sur les sites anti-vaccins, c'est quoi les arguments qui sont utilisés? C'est quelque chose du genre « Est-ce que vous aimez vos enfants? » Vous les aimez? Good. Vous vous sentiriez terrible si vos enfants avaient quelque chose de mauvais qui leur arrivait? Oui, évidemment. Donc, comment est-ce que vous vous sentiriez si vos enfants mouraient après avoir reçu un vaccin ou devenaient autistes ou développaient un problème de développement, etc.? Ils utilisent des arguments comme ça, des choses où tu ne peux pas argumenter à ça avec des affirmations scientifiques ou rationnelles. Fait qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il faut embarquer. On ne peut pas gagner avec seulement des faits. Les gens, d'ailleurs, sont assez dramatiquement insensibles aux données. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de convaincre quelqu'un avec une publication scientifique. C'est pas winner, là. Ça marche pas très bien. Soyons tout à fait honnêtes, les publications scientifiques, c'est relativement plate. Moi, je trouve ça plate les lire. Puis c'est pas le fun de les utiliser pour argumenter, mais on n'a pas le choix à un moment donné. Mais je pense qu'en même temps, oui, on a besoin des données crédibles, des données probantes, puis tout ça, je suis comme la première personne à le dire. Mais je pense qu'on a aussi besoin de trouver d'autres façons de vulgariser puis de sensibiliser les gens à la science puis à la santé. Moi, une des façons que j'ai trouvées avec laquelle je suis confortable et que j'aime beaucoup, c'est de raconter des histoires. Fait que souvent, plutôt que d'arriver avec un discours qui est très logique, qui est très bien structuré, tout ça avec toutes mes données probantes, je raconte des histoires qui n'ont pas rapport. Comme par exemple, dans mon dernier livre, je voulais parler de la constipation. Mais qui a envie de se faire parler de constipation? Personne. Fait qu'à la place, je raconte une histoire avec un tyrannosaure, puis quelqu'un qui essaye de faire ses besoins dans une toilette, puis qui se fait interrompre par le tyrannosaure, puis là, il doit décider, je fais-tu le reste de mes besoins tout de suite, ou est-ce que je relève mes culottes, puis je pars à courir? Puis là, à travers ça, tu finis par apprendre quelque chose sur la constipation. Tout ça pour dire que moi, je pense que les histoires ont un énorme pouvoir. Je pense qu'on ne raconte pas assez d'histoires. Puis s'il y a une chose que je pense que les vulgarisateurs scientifiques devraient apprendre en premier, c'est d'être des bons raconteurs d'histoires. Je pense que c'est super important de donner le pouvoir au lecteur aussi. C'est facile de rire d'une nouvelle comme celle-là, qui est tout à fait ridicule, n'est-ce pas? La graine noire, je ne sais pas c'est quoi la graine noire en passant. Ça soigne toutes les maladies sauf la mort. Je ne savais même pas que la mort était une maladie en passant. Mais c'est facile d'en rire. Et puis, ça serait facile aussi d'arriver et de dire « Ah, mais attends, je vais apprendre aux gens comment décortiquer une publication scientifique. » Puis tout à l'heure, Clémence en parlait, je pense que c'est absolument important pour les journalistes et les scientifiques, mais je ne peux pas demander aux gens « Hey, apprenez à décortiquer une étude scientifique. »
Par contre, on peut apprendre d'autres choses aux gens. On peut leur apprendre comment reconnaître les articles douteux. Puis ça, c'est disponible. En fait, c'est accessible à n'importe qui, peu importe la formation ou qu'est-ce que vous avez fait dans la vie. Par exemple, les gens peuvent se poser des questions comme « C'est qui l'auteur de ce site web-là? » Je vous jure, là, les sites web douteux, là, la personne qui fait le site ne se nomme jamais. Cherchez-la, elle s'appelle admin ou user ou des choses comme ça, mais vous ne serez jamais capable de trouver c'est qui cette personne-là. Si jamais vous trouvez c'est qui, regardez c'est quoi son curriculum vitae. Ou c'est quoi ses qualifications, tout ça. Puis souvent, ça va être une histoire là, du genre j'apprécie la vie au plus haut point et la conscience éternelle et blablabla. Fait que c'est facile, n'importe qui est capable d'évaluer ça. Quel genre d'article qui est publié sur le site? Donc, par exemple, la graine noire qui soigne tout sauf la mort, le site web sur lequel cet article-là est, il y a un autre article juste après que c'est « Il photographie l'âme quittant son corps ». Est-ce que les informations proposées sont extravagantes? Est-ce que l'article fournit des références à d'autres sites douteux ou ça fournit des références vers des publications scientifiques? Ça, c'est des choses que tout le monde peut faire. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on enseigne ça aux gens. Puis finalement, dernière chose que je mentionne juste avant de conclure, ne jamais sous-estimer le coolness factor. Moi, quand je lis quelque chose de scientifique, je veux avoir du fun avant tout. Je pense qu'on oublie ça souvent. Il faut que ça soit le fun. Il faut qu'on ait du plaisir en lisant des choses scientifiques. Il y a plein de monde qui font ça super bien sur Internet. Le nutritionniste urbain fait des articles super cool. SciBabe s'est saoulé avec de l'homéopathie sur Internet. L'inspecteur viral analyse les affaires qui circulent sur Internet dans le journal Métro d'une façon super drôle. Je pense qu'on doit avoir du fun quand on vulgarise la science. C'est ça qui va faire en sorte que ça va intéresser les gens. La science, c'est un moyen d'accéder à la connaissance, hein, c'est pas nouveau qu'on sait ça, d'une manière bien particulière. On fait des hypothèses, on fait des expériences, on en tire des conclusions. Je reviens à la base là, mais c'est parce que vous allez voir, c'est important de revenir à la base. À partir de ces expériences, de ces hypothèses qui se confirment ou non par des expériences, on en tire des conclusions. On publie des études depuis un certain nombre de décennies maintenant. Le système des publications savantes s'est mis en place avec des revues, avec des comités de lecture, donc des revues qui sont des articles scientifiques qui sont revus par des pairs. Ça veut dire des millions d'études, il faut être conscient des chiffres dont on parle, hein, qui sont publiées dans des dizaines de milliers de revues savantes. C'est gros. Dans ces publications-là, on va aussi retrouver des méta-analyses ou des revues de littérature scientifique où là, on ne fait plus des expériences directement, mais on regarde la littérature scientifique, on regarde le nombre d'études qui ont été faites sur un sujet donné, soit de manière exhaustive, soit de manière pas exhaustive, sélectionnée, et puis on en tire des connaissances, et au bout d'un moment, quand les méta-analyses finissent par arriver tout le temps à la même conclusion, on peut considérer que le savoir qu'on a acquis de cette manière-là est acquis et que ce qu'on sait représente la réalité du monde. C'est ça la science. L'antiscience, c'est tout ce qui va faire en sorte que ce processus-là va être entravé d'une manière ou d'une autre. L'antiscience, on baigne dedans. On ne vit qu'au milieu, entouré d'antiscience. Puis pour vous montrer à quel point c'est présent, j'ai essayé d'un peu de faire des catégories qui utilisent de l'antiscience ou qui utilisent mal la science ou prétend faire dire à la science des choses qu'elle ne dit pas. On vit dans un monde d'opinion de plus en plus. Alors c'était déjà le cas quand il y avait juste les médias, mais alors là avec la toile, c'est le paradis de l'opinion. Et parmi tous les gens qui portent des opinions, il y en a un certain nombre, puis là j'ai fait des catégories un peu arbitraires, mais je voudrais revenir sur certains groupes qui présentent des caractéristiques particulières. Donc pour commencer, pourquoi ça a si bien marché finalement les climato-sceptiques, puis pourquoi on en entend encore parler aujourd'hui? Au départ, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ça va paraître bête ce que je vais dire, mais tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le réchauffement climatique, on ne le savait pas.
il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité. Et donc, il y a eu au départ beaucoup d'études divergentes et tout, mais qui ont fini par arriver à un consensus au fil des ans qui s'est renforcé progressivement. Mais il y avait quand même toujours des hypothèses et comme M. Larrivé l'a dit, la science, ça se réfute tout le temps. Oui, bon, on observe que la moyenne des températures sur Terre se réchauffe. Est-ce que ça ne serait pas à cause des cycles du Soleil? Au départ, ce n'est pas idiot de poser la question. Ça mérite d'être vérifié. Ça a été vérifié, mais évidemment, au travers de tout ça, puis ça a très bien été décrit, notamment dans le livre des marchands de doute, mais il y a des gens qui se sont mis à dire, oui, mais il y a peut-être, dans ces arguments-là, on peut peut-être reprendre des choses qui vont bien faire notre affaire. De science controversée, on est passé à une science qui était de plus en plus sûre, mais de plus en plus contredite par, non pas des scientifiques, mais des idéologues, des intérêts industriels, des groupes de réflexion. Donc là, on part des opposants à la science qui sont partis d'une science qui était en réflexion, puis qui ont donné naissance à une forme d'anti-science. Si on parle des ondes électromagnétiques, on est dans une autre dynamique complètement. On touche à un phénomène. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui se disent ou qui sont électrosensibles? Pourquoi il y a autant de controverses là-dessus alors que, de toute évidence, selon l'état actuel des études, on n'a jamais trouvé aucun effet des ondes électromagnétiques sur la santé, à part à se brûler ou à se mettre la tête dans son micro-ondes. Parmi toutes les choses qui nous font peur, les ondes électromagnétiques, ça nous fait pas mal plus peur qu'une météorite. Pourquoi? Parce que les ondes électromagnétiques, elles sont associées à quelque chose qui est fabriqué par l'humain. Quand c'est fabriqué par l'humain, pour nous, c'est louche. Un phénomène naturel, un tsunami, des tremblements de terre, tout ça, ça nous fait peur, mais ça nous fait moins peur, bizarrement, parce que c'est naturel, entre guillemets. L'autre caractéristique des ondes électromagnétiques, c'est que ça ne se voit pas. Alors, on ne les voit pas, c'est la peur de l'inconnu qui nous gouverne. Et ce pourquoi, à mon avis, aujourd'hui, là, il y a évidemment beaucoup d'anti-science là-dedans, c'est que les gens qui se disent électrosensibles souffrent vraiment. Et la science n'est pas capable d'expliquer clairement et de démontrer de quoi ces gens souffrent pour les traiter. On se concentre juste à dire, non, on sait que ce n'est pas les ondes, mais débrouillez-vous avec ça. Un autre groupe de pression qui va beaucoup utiliser la science et s'opposer à la science, là, je vais peut-être pas me faire que des amis ce soir, mais je vais le dire quand même, les groupes environnementaux. Quand on regarde ce que Greenpeace, par exemple, dit des risques des OGM pour la santé, est-ce que la question qui est posée par Greenpeace, c'est est-ce que c'est dangereux de manger des OGM? Et je suis encore allée vérifier pour voir exactement c'était quoi leur crainte, évidemment. C'est pas qu'on mange les OGM, c'est qu'on soit contaminé par tous les pesticides qui sont en augmentation du fait qu'on utilise des OGM. Mais ça n'a rien à voir avec la manipulation génétique en elle-même, ça a à voir avec le contexte dans lequel on utilise les OGM. Donc là, on ne fait pas de la science, on détourne un peu du débat scientifique pour dire quelque chose qui nous arrange. Et évidemment, comme ça fait quand même maintenant au-delà de 20 ans que des millions de gens sur Terre mangent des organismes génétiquement modifiés, c'est de plus en plus difficile de dire que c'est vraiment dangereux. À chaque fois qu'il y a une étude qui semble vaguement montrer quelque chose, quand il y en a encore, on s'aperçoit que c'est des études qui sont financées par toutes sortes de gens qui ont des intérêts. Mais évidemment, Greenpeace ne peut pas aujourd'hui dire finalement, les OGM, on ne serait pas contre. Parce que c'est vrai, ce n'est pas dangereux pour la santé. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse être contre les OGM pour d'autres raisons, mais jamais vous entendrez des gens de Greenpeace vous dire les OGM, ce n'est pas dangereux pour la santé humaine, alors que rien ne le prouve. Après ça, quand on continue un peu la liste des gens qui vont être capables de faire, qui vont utiliser de l'anti-science, là, on tourne dans toutes les entreprises qui vont produire, avoir des produits qui sont quelque part un peu basés sur la science ou qui utilisent de la science. Là, je pense par exemple à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, on s'imagine toujours les grands groupes industriels qui engagent des milliers de personnes, qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Mais ce n'est pas juste ça. C'est aussi des petites entreprises, puis vous allez voir, on va en arriver à mon point suivant, qui ont été créées par des chercheurs pour valoriser leurs travaux, puis qui font des essais sur un produit, un médicament qui est potentiellement, etc., utilisé pour, mettons, traiter les cancers. L'industrie, évidemment, pour proposer des produits qui fonctionnent, a intérêt à faire de la bonne science. Une compagnie pharmaceutique, si ces médicaments marchent, c'est quand même mieux pour elle que s'il ne marche pas, parce que veut pas, au bout d'un moment, s'il ne marche pas, à moins d'énormes efforts de marketing, on va finir par s'en apercevoir qu'il ne marche pas. Sauf qu'il y a tellement peu de transparence dans ces études et il y a tellement d'intérêt industriel en jeu qu'on ne peut plus vraiment appeler ça de la science parce qu'on ne sait pas ce qu'elles font. On est un peu obligé de les croire sur parole. Les études cliniques au Canada, ça fait des années qu'on réclame, que des gens réclament que les études cliniques soient publiées et que toutes les données soient publiées. Il y a ailleurs aussi dans le monde des gens qui réclament que non seulement on publie les résultats des études, mais qu'on publie aussi les devis des études, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a voulu faire. On en est encore très loin. Ce que ça donne, c'est qu'évidemment, comme ces sociétés-là ne sont pas transparentes, elles cachent beaucoup de choses, ça soulève beaucoup d'inquiétudes, ça fait en sorte que ce qu'elles font est de moins en moins accepté par de moins en moins de gens. Puis là, je parle du pharmaceutique à l'industrie pétrolière, l'acceptabilité sociale dont on parle beaucoup en ce moment au sujet des oléoducs, par exemple, c'est le résultat direct d'un problème d'opacité de la science. Les études que les compagnies pétrolières peuvent faire sur les risques qu'elles peuvent prendre ou ne pas prendre en faisant circuler du pétrole dans les pipelines, vous ne les verrez jamais et on est un peu obligé de faire confiance. Mais les gens dont on n'a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, comme faisant de l'anti-science qui est difficile à combattre, ce sont les scientifiques eux-mêmes. Parce que la science, il y a d'ailleurs un certain mouvement depuis quelques années où il y a de plus en plus de critiques de la science, pas de critiques de l'extérieur, mais de critiques de l'intérieur, parce que la manière dont se fait la recherche aujourd'hui, la manière dont sont organisées toutes les études dont on parlait tout à l'heure, fait en sorte qu'on ne fait pas les choses comme on devrait les faire dans les livres. Il y a énormément de compétition entre les chercheurs pour les subventions. Il y a de plus en plus de scientifiques, puis il n'y a pas nécessairement plus d'argent, puis les gouvernements aiment ça quand ils ont des projets d'excellence. Donc, on préfère toujours donner 5 millions de dollars à un chercheur plutôt que d'en donner 1 million à 5 chercheurs. Ça fait en sorte que la compétition entre chercheurs est encore plus forte pour aller chercher la subvention. Donc, les chercheurs sont en très forte compétition les uns les autres. Les organismes subventionnaires sont bien prêts à financer toutes sortes de choses, mais bon, c'est de l'argent public, on en veut pour notre argent. Nous, on aimerait ça qu'il y ait des retombées, des retombées industrielles. Donc, on voudrait qu'il y ait des choses nouvelles, des produits qui sortent. Ce que ça fait, c'est que ça pousse énormément les chercheurs, à faire des études vite fait, 2, à faire bien paraître les résultats. On a eu, il n'y a pas très longtemps, une étude, alors qui évidemment peut être remise en question comme toutes sortes d'études, qui montrait qu'en psychologie, on n'est pas capable de reproduire plus du tiers des études qui ont été faites. Il y a même un chercheur qui s'appelle John Ioannidis, qui est en Californie, qui a déclaré il y a une dizaine d'années que la plupart des résultats de recherche qui sont publiés sont faux. Puis évidemment, toute la communication de la science aussi, elle a des problèmes. Olivia a parlé des réseaux sociaux. On peut parler aussi simplement de la communication de tous ces organismes qui font de la recherche, les universités, les laboratoires, les entreprises, qui engagent des pelletée de communicateurs pour vendre les études que font leurs chercheurs, qui embrouillent les débats plus qu'autre chose, puisqu'on est prêt à nous vendre à peu près n'importe quoi. La communication est devenue le nerf de la guerre de la science et non pas la bonne science. La science, c'est un domaine qui est très difficile, que beaucoup de journalistes ne connaissent pas. Dans les médias, il y a des journalistes scientifiques, mais il y a aussi beaucoup de journalistes qui ne sont pas des journalistes scientifiques et qui, à l'occasion, font des nouvelles en sciences qui commencent généralement par « selon une étude ». Ça, c'est très mauvais signe.
Et il faut savoir aussi actuellement que les médias traversent toute une période de remise en question, notamment à cause de la montée de l'Internet. Il y a aussi un risque de nivellement par le bas, hein, la dictature du clic, aller chercher le plus de choses possible. Puis la méthode scientifique, c'est pas sexy, parce que faire de la science, ça demande de se tromper, ça demande de vérifier, ça demande de recommencer. Puis les études qui ne font que reproduire quelque chose ou d'essayer de reproduire quelque chose, personne n'en parle. Puis c'est ça la science. Donc combattre l'antiscience, ça va nous demander un énorme défi. Comment on s'y prend? Moi, je pense que ça commence très tôt, notre absence de sens critique. Parce qu'au final, finalement, une fois qu'on sait qui sont les différents acteurs, les risques et périls possibles que de faire de la mauvaise science ou de prétendre en faire, tout ça, ça demande de la part des gens qui s'intéressent à ça ou qui veulent suivre ce qui se passe, d'avoir beaucoup de sens critique. Et où est-ce qu'on apprend le sens critique? Je vous pose la question et honnêtement, je m'interroge parce que je pense que dans les écoles, on n'apprend pas le sens critique. Et malgré l'explosion du recours aux médias, par exemple à Wikipédia, les jeunes apprennent à aller chercher de l'information sur Wikipédia. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est Wikipédia? Non. Donc je pense que ça va être très long avant qu'on ressorte de tout ça. Puis ça va être une question d'éducation. Puis... Fonctionner, le cerveau a besoin de sens. Et qu'est-ce qui fait du sens très rapidement? C'est les croyances, de quelque nature qu'elles soient. Donc, l'esprit critique, là, c'est pas naturel à l'homme. Donc, c'est compliqué d'enseigner ça. Et l'enseigner aux enfants, ça va être encore plus compliqué. L'idée que j'avais eue pour qu'on fasse aimer la science aux enfants, c'est d'utiliser les cours de français. Comment? On leur fait lire des romans policiers. Et comme l'enquête policière et l'enquête scientifique, c'est la même chose, on cherche à cerner le coupable. Donc là, on pourrait montrer dans les cours de français les principes de la science qui seraient repris dans les cours de sciences. Mais là, je rêve, hein, c'est-à-dire... voilà. Donc, mais ce n'est pas naturel à l'homme, hein, c'est ça l'affaire. On est des mutants. Avec l'esprit critique. Hein? C'est tellement plus reposant de croire. La science a encore super mauvaise image. Je pense qu'il y a eu une étude, justement, là-dessus, il n'y a pas très longtemps, qui montrait que les parents étaient de très mauvais conseillers en matière de science pour leurs enfants. Par manque de culture scientifique, parce que les gens ont l'image que les sciences, un, c'est plate, deux, c'est compliqué. Donc, avouez que ça part mal au départ, puis encourager ses enfants à aller dans un truc plate puis compliqué, puis qui paye peut-être pas mal moins aussi que bien d'autres métiers. Les gens qui se dirigent vers l'enseignement, notamment vers l'enseignement au primaire, ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient bons en sciences à l'école ou qui aimaient ça. Et ça se ressent. Mais d'après moi, on devrait avoir des profs de sciences dédiés dès le primaire, qui soient vraiment des gens qui soient formés en sciences et qui soient capables de répondre à toutes les interrogations des élèves. Moi, j'ai travaillé comme animatrice dans des camps de vacances scientifiques quand j'étais étudiante. Puis moi, j'ai l'impression que les enfants sont avides d'apprendre, sont curieux, sont heureux d'avoir des réponses à leurs questions. J'ai aussi 2 enfants à la maison, puis les questions, c'est sans arrêt. Puis une différence que je vois, moi, quand j'étais petite, je demandais des questions à mes parents, ils me disaient « je ne sais pas » ou « peut-être que samedi, on va aller à la bibliothèque ». Maintenant, mon garçon, quand je lui dis « je ne sais pas », il me dit « va voir sur Wikipédia ». On a ces outils-là ici et je pense qu'il faut apprendre à s'en servir comme parents aussi. Oui. Le marché des semences et le marché des OGM être entre les mains de multinationales. Mais les processus qui ont été mis en place pour faire approuver des OGM
sont tellement complexes, tellement longs, tellement lourds, que finalement, ils ne sont accessibles qu'à des multinationales. Et je pense notamment à des chercheurs qui voudraient développer un OGM qui ne soit pas nécessairement utilisé avec des pesticides. Il y avait le cas du virus de la papaye à Hawaï, je pense, qui était un des rares OGM qui n'a pas été développé par un grand groupe industriel. Mais il a eu toutes les peines du monde à percer, simplement parce que c'était trop compliqué. Il y a un consensus sur le fait que la manipulation génétique en elle-même ne présente pas de danger pour la santé des consommateurs. Moi, ma stratégie, là, c'est la suivante, OK? Parce que j'ai une sorte de stratégie de guerre dans ma tête, là. Mais moi, je veux convaincre tout le monde autour, là. Puis ceux qui ne croient pas, à un moment donné, vont être tout seuls, puis ils vont être pris dans le milieu, puis ils vont se faire envahir par les autres. Games of Thrones. Puis ceux qui sont ouverts, en général, si vous voulez un truc, c'est les gens qui ne pognent pas les nerfs quand vous les contredisez. Quelqu'un qui ne pogne pas les nerfs, ça veut dire qu'elle a une certaine ouverture à entendre quelque chose d'inverse. Ces gens-là, mettez tous vos efforts et toutes vos énergies dessus. Quand, entre autres, avec mes travaux sur l'intelligence, j'ai eu beaucoup d'agressions. Et ma façon de réagir, c'est « Expliquez-moi votre point de vue. » Là, j'écoute. Puis j'ai jamais compris. Donc, on dit là, encore, expliquez-moi. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Non, alors... Et après, je ne sais pas combien de temps, mais pas très longtemps, les gens laissent tomber. Et là, je leur cours après, quand ils se sauvent. Non, je veux que vous m'expliquiez votre point de vue. Faites-moi changer d'avis. Ouais. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Quelquefois, il y a des lumières qui s'allument chez moi. Pas chez l'autre personne, mais chez moi, oui. Pour tout ça, merci à vous quatre. Bravo.